Planète Mongabé, le podcast de la rédaction de Mongabé Afrique. Nous donnons la parole aux acteurs clés de l'environnement sur le continent africain. Politiciens, ONG, société civile, entrepreneurs, communautés, notre émission invite celles et ceux qui décident, agissent, entreprennent et se battent pour l'écologie. Bienvenue sur Planète Mongabé. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jaina Louisin, journaliste à Mongabé, et je vous souhaite la bienvenue dans ce 3e épisode de Planète Mongabé. Aujourd'hui, on parle du charbon de bois, utilisé par 195 millions de personnes en Afrique subsaharienne. Quelles conséquences pour nos forêts ? Et existe-t-il des alternatives ? On explore ces questions dès maintenant sur l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre aujourd'hui, on retrouve Stella Tchoukep, chargée de la campagne forêt à Greenpeace Cameroun. Le marché du charbon de bois dans ce pays pèse près de 17 milliards de francs CFA, soit environ 28 millions de dollars par an. Dans ce contexte, on lui a demandé quelle stratégie le Cameroun pouvait mettre en place pour diminuer la production du charbon de bois sans porter préjudice aux populations qui en dépendent. Écoutez ses réponses au micro de Roland Chloé. Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur la forêt camerounaise ? Les principales menaces qui pèsent sur la forêt sont plutôt nombreuses et ça tombe bien qu'on puisse en parler pour discuter des sujets de dégradation des terres, de déforestation, de perte de la biodiversité et de braconnage. Parce que là, ce sont les principales menaces qui pèsent sur la forêt camerounaise aujourd'hui. Comment le Cameroun répond à la demande croissante d'énergie et aux besoins des populations d'avoir accès au bois ou au charbon de bois dans ce contexte de déforestation ? Les communautés au Cameroun, et pas seulement au Cameroun, dans le bassin du Congo en général, et on peut étendre cette vérité à l'Afrique, dépendent étroitement des ressources naturelles. Ce sera les forêts, ce sera la terre, ce sera l'eau. Si on regarde sur les années, sur plusieurs siècles, elles n'ont pas une emprise sur les ressources naturelles qui contribuent à la dégradation de cet écosystème-là. Au contraire, ce sont les politiques de développement justement qui contribuent à la dégradation des terres, à la déforestation. C'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement et à tous ses partenaires de pouvoir trouver un équilibre entre le besoin de développement et la nécessité de conserver la biodiversité et la protection des droits des communautés qui dépendent des différentes ressources. Comment pourrait-on, selon vous, concilier besoin de développement et droits des communautés ? Si les communautés dépendent des ressources, ça veut dire qu'il faut les mettre au centre. Si les peuples, si les Africains, si l'homme dépend de la nature, ça veut dire que dans toutes les solutions, il faut mettre l'homme au centre. Ça, c'est la première approche. Et pour le faire, il y a plusieurs façons. Quand on parle des communautés, il faut déjà reconnaître leurs droits sur ces ressources-là. Aujourd'hui, on a des politiques qui sont plutôt privatives des droits aux communautés. Et c'est cela qui fait en sorte qu'on se retrouve dans un système d'appauvrissement constant. On veut prendre les ressources pour contribuer au développement, mais on se rend compte qu'on n'atteint pas le développement. Du coup, on a pris les ressources, il n'y a pas le développement, donc on chute dans la pauvreté. Donc c'est un cercle vraiment, on ne croit pas, la courbe est plutôt décroissante. Donc il faut mettre véritablement les communautés au centre, encore plus les peuples autochtones. Donc au Cameroun, on a les peuples autochtones des forêts spécialement, il y en a les peuples autochtones des montagnes. Et les peuples autochtones des forêts aujourd'hui vivent une crise d'identité, véritablement une crise d'identité, parce que les politiques de développement n'ont pas été favorables à leur niveau. Dans les années 90, quand l'exploitation forestière a commencé, il a été demandé à ces populations-là de sortir des forêts pour rester en bordure de route parce que l'exploitation allait commencer. Donc ça veut dire que l'exploitation a commencé, ou bien la valorisation des ressources a commencé en mettant les communautés qui dépendent de ces ressources-là à côté. Aujourd'hui, on entend ne pas laisser les gens derrière, il faudrait mettre tout le monde autour de la table pour pouvoir discuter. Donc, on essaie de rattraper les erreurs qui ont été faites. Le gouvernement essaie de rattraper les erreurs qui ont été faites par le passé et c'est un peu difficile. Un autre exemple, ce sont les politiques de conservation. Aujourd'hui, l'État du Cameroun, par exemple, a décidé de conserver 30% de ses forêts, de contribuer aussi à la protection des terres ou bien de réduire l'ampleur de la dégradation. Parce qu'au Cameroun, on a pratiquement 12 millions d'hectares de terres qui sont dégradées. Et pour le faire, il y a des aires protégées qui sont créées. Et encore une fois, le système, c'est un système de conservation de forteresses.
Et avec ça, les communautés ne peuvent pas se développer parce qu'elles sont privées des ressources dont elles ont besoin au quotidien. Existe-t-il pour autant des exemples d'initiatives réussies en ce sens qui permettent aux communautés d'avoir accès aux ressources naturelles tout en préservant les forêts? Aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont développées quand même pour permettre aux communautés d'avoir accès à la ressource. Mais ça, ce sont des mesures discrétionnaires. Ce ne sont pas des mesures légales. Ce ne sont pas des mesures ouvertes à la portée de tout le monde. Il ne faudrait pas que ce soit une communauté qui demande d'avoir accès, mais que l'État prenne les dispositions pour directement faciliter l'accès des communautés à ces différents espaces-là. Que pensez-vous des énergies renouvelables? Est-ce que cela pourrait être, selon vous, une piste de solution pour justement contrer toutes ces menaces qui pèsent sur les forêts du Cameroun? Il y a des pistes de solutions, ou bien il y a des petits projets qui sont développés, mais là, ce n'est pas vraiment à grande échelle. Et puis, je crois que l'État est aussi en train d'explorer les partenariats publics-privés pour voir comment faciliter cela, parce que ça aussi, c'est un autre challenge. On verra qu'il y a beaucoup de petits startups, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui essaient de promouvoir justement les énergies renouvelables, les énergies propres. Mais le challenge est énorme parce qu'il faut procéder à la mise à échelle. On a un ministère de la recherche scientifique et de l'innovation. Ce serait de dire, mais comment est-ce que ce ministère capitalise toutes les initiatives qui sont menées, même par les organisations de la société civile? Encore à ce niveau, le Cameroun et les pays du bassin du Congo ne sont pas encore avancés parce qu'on stagne encore à un certain niveau de problème. Et là, c'est plus l'appropriation des ressources. Le gouvernement est plus dans l'appropriation des ressources pour pouvoir les exploiter. Donc, et non dans la sortie justement de ce mode, je vais dire, colonial d'exploitation des ressources. Et là, vraiment, ça, c'est ce pourquoi nous luttons contre. C'est de dire qu'il faut sortir du modèle colonial de développement pour exploiter les solutions que nous avons au niveau local. Et là, encore une fois, on peut mettre les communautés à contribution parce que sur des millénaires, sur plusieurs années, vraiment sur des dizaines et des milliers d'années, elles ont toujours eu ce savoir et elles ont ces connaissances-là qui permettent de préserver la biodiversité. La vérité est que si les communautés n'avaient pas préservé la biodiversité, on n'aurait pas eu ce qu'on a aujourd'hui pour exploiter. Alors, on devrait justement valoriser leur savoir, on devrait protéger et sécuriser même leurs droits sur ces ressources-là, afin qu'elles puissent aussi mettre leur savoir à contribution, qu'on leur donne l'espace nécessaire pour pouvoir valoriser leur savoir et permettre justement qu'on puisse avoir ce monde où l'homme vit en harmonie avec la nature. Pour notre invité, un moyen de limiter l'impact de la déforestation serait de se tourner vers des initiatives locales respectueuses de l'environnement. Dans cette partie dédiée à la voix des communautés, rendez-vous à Yaoundé, où le biocharbon tente de trouver sa place sur le marché des énergies renouvelables. Un reportage de Thomas Diego Badia, Erwan Cheikh Sengama et Juliette Chapalin. Dans ce quartier du sud de Yaoundé, Cindy prépare le déjeuner de ses 2 enfants. Pour réchauffer sa marmite, elle utilise un charbon particulier, fabriqué à base de déchets organiques. J'ai vu que ce charbon était bien. Ça m'a plu. Ceci est plus durable. Le kilo de ça ne coûte pas cher. Le kilo de ça, c'est 250 francs. Et l'autre, c'est 500 francs. Donc, il y a une différence. Plus de 2 fois moins cher que le charbon de bois, le combustible que Cindy utilise produit moins de fumée que d'ordinaire. C'est bien de ne pas respirer trop de fumée. Derrière cette solution, un ingénieur en environnement, Steve Jochu, qui a décidé de faire face à l'une des causes de la déforestation dans son pays, la forte consommation du charbon de bois, estimée à 375 000 tonnes annuelles. Le Camerounais de 30 ans s'est lancé en 2020 dans le commerce durable du biocharbon. Aujourd'hui, on a besoin d'une tonne de déchets, environ 10 sacs. Aujourd'hui, Steve se rend dans une unité de fabrication de chips de Yaoundé pour y collecter les déchets de bananes. Grâce à son réseau local de fournisseurs, Steve estime que le potentiel de biomasse à collecter à Yaoundé est d'environ 40 tonnes par jour. Steve ne paie pas les pots de bananes, il s'occupe du transport et des sacs de collecte. Nous collectons les déchets 3 fois par semaine, mais maintenant le rendu de ces 3 tonnes, 1 tonne en termes de rendu lui donne le 1/3
Donc ça veut dire que les 3 tonnes que nous collectons nous reviennent à 1 seule tonne après avoir séché. Quelques kilomètres plus loin, dans cet atelier à ciel ouvert, débute le processus de fabrication du biocharbon, dans ces carbonisateurs que Steve a conçus lui-même en 2021. Lorsque les déchets sont carbonisés, après broyage, on passe au tamisage. Donc on tamise pour se rassurer d'avoir une substance très, très fine. Et lorsqu'il est tamisé, on utilise ces liquides stabilisateurs qui peut être fait à partir de l'argile, qui peut être fait à partir de l'amidon. Après ceci, nous utilisons des compacteurs. Donc il y a plusieurs types de compacteurs, plusieurs formes. Ici là, on a des formes circulaires adaptées à un style de foyer amélioré. Et ici là, on a des formes carrées. Steve produit environ 3 tonnes de biocharbon par mois. Un chiffre encore insuffisant pour avoir un impact significatif, faute de moyens pour s'industrialiser. Le Cameroun, qui représente le 2e massif forestier d'Afrique, a perdu entre 2002 et 2020 plus de 700 hectares de forêt selon Global Forest Watch. Si on parvient donc à apporter une solution palliative à ce charbon de bois ou à ce bois de chauffe, ça veut dire qu'on a résolu un réel problème concernant la déforestation. 320 000 emplois ont été recensés dans les énergies renouvelables sur le continent africain. À l'échelle mondiale, cela représente moins de 2,4% des emplois créés dans le secteur. En attendant un sursaut à grande échelle, Steve pose peu à peu les jalons du changement. Planète Mongabé. Et maintenant, place au pitch. Dans chaque épisode, nous invitons une ou un entrepreneur à venir partager son expérience, ses idées, le tout en moins d'1 minute. Direction Ouagadougou au Burkina Faso où j'ai rencontré Sungumanegre Yameogo. Son pays a perdu 131 hectares de forêt sur les 20 dernières années. Alors pour lutter contre la déforestation grandissante que connaît son pays, l'association dont il est membre a eu une idée. L'idée, c'est introduire des arbres fertilitaires ou forestiers dans les champs des paysans et autres lieux de boisement tout en appliquant les techniques de régénération naturelle assistée, joints si nécessaire à des complantations. Nous installons des champs agroforestiers à partir des pépinières que nous produisons avec les paysans, les former, les sensibiliser. Nos objectifs, c'est de pouvoir optimiser les rendements des paysans, multiplier les rendements là par 3, par 4, voire par 5 à travers les arbres que nous promouvons dans nos systèmes agroforestiers. Et voilà. Nous aussi, nous contribuons en tout cas à réellement promouvoir des techniques naturelles et moins coûteuses pour préserver bien sûr l'écosystème et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, la parole est à vous. Selon vous, comment les pays africains pourraient concilier développement et conservation des forêts? J'ai posé la question à Marc, médiateur psychologique à Atakpamé au Togo. Il faut encourager toujours le reboisement afin que nous puissions produire plus d'arbres. Et là, on pourra en trouver pour pouvoir faire le charbon de bois parce que actuellement, on ne peut pas interdire totalement la production du charbon de bois pour que les foyers puissent s'en procurer. Et vu le manque de moyens pour pouvoir se procurer les bouteilles de gaz, il faut que l'État encourage plus à produire du bois et ne pas interdire totalement aussi la production du charbon de bois pour les ménages. Encourager le reboisement des forêts pour concilier les besoins économiques liés à la production de charbon de bois. Une idée de notre auditeur qui offre des bénéfices environnementaux, mais qui nécessite des stratégies complémentaires pour être réellement efficaces. Mais ça, nous en parlerons sans doute dans un prochain épisode. Voilà, c'est la fin de ce 3e épisode de Planète Mongabé. Merci de nous avoir suivis. Ce podcast a été réalisé par les journalistes de la rédaction de Mongabé Afrique sur une idée de Juliette Chapalin. Pour le retrouver ou le réécouter, rendez-vous sur les pages YouTube, Facebook, Instagram et LinkedIn de Mongabé Afrique et sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt!